nous allons reprendre l'autre tableau, et je vais alors passer à une troisième opération qui va être l'union, on dit aussi la réunion, de deux parties d'un ensemble. Bon, on va descendre. Donc, union ou intersection de deux parties d'un ensemble. Je vais repartir, comme tout à l'heure, de deux parties A et B d'un ensemble E, ce que je peux donc écrire de ces deux façons. Et ce que je peux représenter par ces deux dessins. Ici, la partie A, ici, la partie B, dans mon ensemble E. Ou bien, dans l'ensemble des parties de E, ici, un élément, la partie grand A, un autre élément, la partie grand B. Je me propose de définir, à partir des deux parties A et B, une troisième partie qui est l'union ou la réunion de ces deux parties. Le simple mot suffit presque à faire deviner de quoi il va être question. Je vais envisager l'ensemble des éléments X de E qui appartiennent à au moins l'une des deux parties A ou B. Et c'est cette partie, grand C, qu'on va représenter de la façon suivante, A union B. Alors vous voyez que ce symbole d'opération, c'est justement la lettre U, la première lettre du mot union. Et vous comprenez pourquoi tout à l'heure on avait mis un symbole comme celui-ci, mais à l'envers, n'est-ce pas? Parce qu'on se demandait bien que voulait dire cette U renversée à propos d'intersection. Bon. Donc ici, l'union des deux parties grand A et grand B va être définie de la façon suivante, définition, X appartiendra à l'union AB, qui est évidemment la même chose que l'union de B et A, puisqu'il s'agit des éléments qui appartiennent à au moins l'une des deux parties grand A ou grand B. Donc, par définition, j'aurai cette équivalence. Ceci signifiera que X appartient à A ou X appartient à B. Vous voyez apparaître ici la conjonction OU. Mais il faut faire très attention à une chose. Cette conjonction OU, en réalité, elle est double. Elle veut dire que X appartient à l'un au moins des deux parties AB, ou bien que, quand on dit OU, ça peut être un ou bien X appartient à A, mais alors n'appartient pas à B. Alors ici, nous prenons le OU non exclusif, c'est-à-dire qu'il s'agit des éléments qui appartiennent à l'une au moins des deux parties grand A et grand B, mais appartenir à l'une n'exclut pas qu'on puisse appartenir à l'autre. Eh bien, dans ces conditions, essayons de faire quelques petits calculs avec cette opération d'union. Si je regarde l'union de A et du complémentaire de A, j'aurai donc à examiner les éléments de mon ensemble E qui appartiennent à A ou au complémentaire de A. Or, tout élément de E appartient en effet soit à A, soit au complémentaire de A, et par conséquent, cette union, c'est l'ensemble E tout entier. Si on essaie de reproduire les petits calculs de tout à l'heure, si je cherche l'union de la partie A avec A, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent au moins à A ou à A, évidemment, il s'agit des éléments de A. Si je cherche l'union de A et de l'ensemble vide, étant donné que cet ensemble vide n'a aucun élément, nous allons donc retrouver A.
Si je cherche l'union de A et de E, comme tout élément appartient à E, nous allons donc trouver ici E. Il faut dire que ces propriétés des opérations d'union et d'intersection qu'on trouve ainsi sont peut-être un peu déroutantes. En particulier ici, voici une opération d'union qui, agissant sur la partie A et sur elle-même, reproduit la partie A. On dit que cette opération d'union est idempotente. Eh bien, l'addition ou la multiplication sur les entiers n'est pas idempotente, mais il est très facile de fabriquer des opérations sur les entiers, opérations sur grand N. Qui est cette propriété d'idempotence? Prenons une opération bien connue qui consiste à fabriquer, peut-être pas grand N parce qu'on aurait du mal à diviser par deux quelquefois, disons des nombres réels. Comme ça, il n'y aura pas d'ennui. Prenons l'opération qui consiste à fabriquer la moyenne de deux nombres, x plus y sur 2. Eh bien, évidemment, cette opération-là aura la propriété d'idempotence parce que si je fabrique x plus x divisé par 2, ça me donnera x. Mais l'opération d'addition elle-même ne possède pas cette propriété d'idempotence, bien entendu. Si je continue à détailler les propriétés de l'opération d'union, je suis amené, comme tout à l'heure, à remarquer que, bien entendu, A est inclus dans l'union de A et de B, puisque tout élément de A appartient à A ou à B. Ici, il appartient à A. Et de même, bien entendu, l'union B appartient à l'union de A et de B. On peut même en profiter pour remarquer alors une chose, c'est que nécessairement l'intersection est contenue dans l'union, comme c'est d'ailleurs bien évident sur mon dessin. Mais je m'aperçois tout à l'heure que sur mon dessin, j'ai justement pas couvert de hachures, comme je l'avais fait tout à l'heure, l'union de A et de B. Alors ça, c'est une abstraction que j'aurais pu éviter de vous faire subir. Ici, couvrons de hachures, par conséquent, cette union dont on vient de parler. Si vous n'en avez pas souffert de cette absence de hachure, ça signifie que votre pensée est située déjà maintenant sur le plan très abstrait où, justement, on voudrait bien la conduire. Ne quittons pas cette opération d'union sans en donner un exemple concret. Prenons pour ça l'ensemble des auditeurs grand E et, comme précédemment, la partie grand A des auditeurs qui sont mineurs et la partie grand B de l'auditoire qui est constituée des auditrices, c'est-à-dire les auditeurs féminins. Qu'est l'union de A et de B? C'est l'ensemble des auditeurs qui possèdent au moins d'une de ces qualités d'être mineurs ou d'être féminins. Autrement dit, ce sont les personnes à sauver en premier lieu en cas de naufrage. Bien. Nous allons alors reprendre l'autre tableau pour nous intéresser à une liaison extrêmement intéressante qui existe entre ces trois opérations que nous venons d'étudier, savoir le complémentaire, l'intersection et l'union. Il s'agit d'un résultat que l'on baptise quelquefois théorème de Morgan ou de De Morgan. Ce théorème nous dit que si je prends le complémentaire de l'intersection de deux parties d'un ensemble, on obtient le même résultat en prenant l'union des complémentaires des deux parties. Essayons de démontrer un tel résultat. Soit, en effet, X un élément de E qui appartient à ce complémentaire de l'intersection. Et par conséquent, ceci signifie que X n'appartiendra pas à l'intersection.
si x n'appartient pas à l'intersection, c'est que ou bien x n'appartient pas à A, ou bien x n'appartient pas à B. Par conséquent, ceci signifie que x appartient au complémentaire de A ou que x appartient au complémentaire de B. Et ceci signifie que x appartient donc à l'union des complémentaires. Alors, je vois que M. Lehmann veut me poser une question. Oui, vous avez appelé ce théorème le théorème de De Morgan. Or, Oui. De Morgan est un logicien, alors Oui. ça paraît un peu étonnant. Alors, c'est en effet, ce théorème de Morgan est énoncé, on le trouve, c'est un énoncé qu'on trouve en logique. Mais il faut dire que depuis quelques instants, nous faisons de la logique depuis le début de la leçon même, puisque nous avons trouvé la négation avec la non-appartenance pour la complémentarité, avec la conjonction et avec la conjonction ou. Et il faut dire que la démonstration que je viens de faire à l'instant du théorème de Morgan, elle n'est peut-être pas extrêmement satisfaisante parce que je me suis servi pour la faire de propriétés justement logiques de ces conjonctions non et ou. C'est pourquoi d'ailleurs, si on voulait faire d'une façon rigoureuse une telle leçon, il faudrait certainement commencer par faire de la logique. Mais cette logique, si on voulait la faire proprement, ça demanderait beaucoup plus que 15 leçons, et par conséquent, ça nous entraînerait fort loin. Donc, nous nous contenterons de cette démonstration. De ce théorème de Morgan, il est aussi valable en sens contraire, parce qu'on peut l'écrire de la façon suivante. Alors, je repars de ce qu'on vient de découvrir, que le complémentaire de l'intersection, c'est donc l'union des complémentaires. Si je prends les complémentaires de chaque côté, je peux écrire par conséquent complément du complément C intersection AB égale le complément de l'union des complémentaires. Je suis passé de cette ligne à la suivante, tout simplement en prenant les complémentaires. Si alors je remplace A par le complémentaire de A, B par le complémentaire de B, parce que cette égalité est valable pour toute partie, j'aurai alors que le résultat suivant, c'est que l'intersection des complémentaires est égale alors au complément du complémentaire, c'est-à-dire A. Voici, c'est-à-dire il y a exactement le même résultat que tout à l'heure, mais en sens inverse. Si on prend le complément de l'union, on trouve l'intersection des compléments. Par conséquent, on se trouve en présence d'une situation extrêmement curieuse. On qualifie ceci de dualité. Si je considère dans l'ensemble des parties, si je fais correspondre à toute partie A le complémentaire, eh bien, toute égalité que je trouverai sur les parties avec les opérations indiquées, à condition de changer à chaque fois l'intersection en union et l'union en intersection, ou bien l'inclusion dans un sens en inclusion dans l'autre, tout ce que je trouverai ici comme résultat, je le retrouverai dans l'autre cas. Il y a cette correspondance, n'est-ce pas? Cette théorie, en somme, elle est double. Bon, je reviendrai sur cette question un petit peu difficile, je l'ai présentée là un peu rapidement, lorsque je parlerai des algèbres de boules. Je ne voudrais pas non plus abandonner cette conjonction ou non exclusive sans dire quelques mots sur la conjonction ou exclusive. Je reprends donc deux parties A et B d'un ensemble E. Et je vais définir une nouvelle opération sur ces deux parties que je vais appeler, symbolisée par delta, qu'on peut appeler l'union exclusive, ou qui s'appelle aussi la différence symétrique, nous dirons tout simplement A delta B, qui va être définie de la façon suivante. X appartiendra à A delta B. Par définition, ça signifiera que X appartient à A ou
alors exclusivement, c'est-à-dire on n'aura pas les deux en même temps, ou exclusif, X appartient à B. C'est-à-dire, on va mieux comprendre si je le représente ici par mon petit dessin. Voilà les deux parties A et B de l'ensemble 1. L'union exclusive, ce sont les éléments qui appartiennent à A, mais alors qui n'appartiennent pas à B. Je couvre de hachures la région du plan où peuvent se trouver ces éléments. Ou bien alors, les éléments appartiennent à B, mais alors n'appartiennent pas à A. Par conséquent, nous avons ici une autre région possible. Voici donc couvert de hachures la différence symétrique ou union exclusive des deux parties A et B. Et nous allons reprendre l'autre tableau pour très rapidement, cette fois-ci, donner quelques propriétés de cette union exclusive. D'abord, on peut écrire cette opération d'union exclusive avec les opérations que nous connaissons. Si on regarde mon petit dessin, on voit qu'en fait, l'union exclusive de A ou B est l'union de deux parties, savoir l'intersection de A et du complément de B, ce sont les éléments de A qui n'appartiennent pas à B, ou bien, alors ça c'est l'union non exclusive, les éléments de B qui n'appartiennent pas à A. On remarquera bien entendu que cette opération A delta B donne le même résultat que B delta A. Mais une chose plus curieuse est que ça donne aussi le même résultat lorsque on cherche l'union exclusive des complémentaires de A et de B. En effet, si dans cette formule qui vient d'être écrite, on change A en A bar et B en B bar, on va tout simplement intervertir ces deux termes et par conséquent retrouver le même résultat. Vous avez donc l'intersection, l'union exclusive de deux parties qui est la même chose que l'union exclusive des complémentaires. Il serait bon là de donner un concret, mais alors je laisse aux auditeurs le soin d'examiner sur un exemple concret ce curieux résultat. Signalons rapidement les propriétés suivantes. Que se passe-t-il quand on fait la différence symétrique ou union exclusive de A et de A? Que se passe-t-il si on fait l'union exclusive de A et de son complémentaire? Que se passe-t-il pour l'union exclusive avec la partie vide? Et enfin, que se passe-t-il si on fait l'union exclusive avec l'ensemble 1 tout entier? Eh bien, quand on fait l'union exclusive de A avec A, je vais donner les résultats sans les démontrer. On va mettre une petite étoile ici pour montrer qu'il y a un petit travail à faire. L'union exclusive de A avec A, c'est l'ensemble vide. L'union exclusive de A avec le complémentaire de A, c'est l'ensemble plein. Si on cherche l'union exclusive de A et de la partie vide, on trouve A. Et enfin, si on regarde quel est le résultat de cette opération, on trouve le conjugué de A. Les démonstrations de ces résultats sont très faciles et je ne m'y attarderai pas. Il me reste peu de temps pour aborder une nouvelle question et je réserverai donc à la prochaine leçon l'étude des opérations que l'on peut définir sur plus de deux parties d'un ensemble. Je vais signaler une dernière propriété qui s'appelle la loi d'absorption. Étant donné deux parties A et B,
si on examine cette opération, l'union de l'intersection de A et de B avec la partie A. Quel est le résultat de cette opération? Eh bien, pour la découvrir, il suffit, ou de même, on peut se poser l'autre question, si j'ai A union B et que je cherche l'intersection avec A, quels sont les résultats de ces deux opérations? Eh bien, pour le remarquer, il suffit de remarquer que, pour le trouver, il suffit de remarquer que A, par exemple, est contenu dans l'union de A avec B. Alors, si je cherche l'intersection de... On peut peut-être même faire un petit dessin, si on veut. Voici ici A, voici B, voici... Alors, je vais démontrer, je vais faire le calcul pour ma deuxième opération. A union B, c'est tout ceci. Qu'est-ce que j'obtiens si je fais l'intersection de l'union de A et de B avec A? L'intersection avec A, évidemment, va me redonner tout simplement A. On va exclure les éléments de B qui n'appartiendraient pas à A. Autrement dit, ici, je trouve A. Ce qu'on aurait pu aussi remarquer, n'est-ce pas, à partir de cette propriété que A est inclus dans A union B. Nous avons presque atteint notre heure de travail. Est-ce qu'il y aurait une petite question à poser? Et je pense qu'il y a une application pratique de l'intersection lorsque l'on utilise des cartes perforées et que l'on effectue un tri. Par exemple, si tout à l'heure, sur des cartes, on avait fait une perforation pour indiquer qu'un auditeur est mineur, et si l'on avait fait également, à côté, une perforation pour indiquer qu'un auditeur est du sexe féminin, à ce moment-là, si avec des aiguilles, on avait essayé de passer à travers le paquet de cartes représentant tous les auditeurs, quand on lève les aiguilles, on aurait eu dans ces aiguilles les auditeurs qui sont à la fois du sexe féminin et qui sont mineurs, les femmes et enfants de tout à l'heure. C'est le procédé qui est effectivement utilisé, en effet, pour faire des triages. Et ce qui montre, n'est-ce pas, que ces opérations qui résultent de considérations logiques absolument élémentaires sont des opérations aussi qu'on trouve concrètement, constamment, n'est-ce pas? Par conséquent, ce que nous avons fait, c'est peu de choses. Nous avons mis en forme, mais des choses que tout le monde connaît. Je crois d'ailleurs que l'on utilise ces notions, qu'on les apprend à des enfants tout petits en dessinant deux cercles par terre. On leur dit de mettre dans l'un des cercles tous les objets rouges, par exemple, dans l'autre cercle tous les cubes, et ils sont bien obligés à un moment de mettre des cubes rouges dans la partie commune, et c'est là qu'ils découvrent la notion d'intersection. C'est très juste, et là, alors, tout de même, là, j'élève une protestation. Et je considère très raisonnable de faire bouger des cubes de couleur à des enfants, mais ce qui est parfaitement, à mon avis, déraisonnable, c'est de leur parler d'intersection à ce propos-là. On peut, autrement dit, leur faire manipuler toutes ces notions d'algèbre abstraite, sans toutefois leur dire le langage, sans leur dire les mots, n'est-ce pas, qui sont les mots mathématiques. Parce que les enfants ont une pensée abstraite, c'est vrai, mais pas à un degré suffisant pour qu'ils puissent vraiment comprendre de quoi il s'agit.